à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 136. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'algèbre. Plus précisément, on va étudier un exemple très important d'anneau qui n'est pas euclidien. L'énoncé précis du jour est le suivant. Nous avons alpha qui est égal à 1 plus i racine de 19 sur 2. Et on aimerait alors démontrer que l'anneau Z crochet alpha n'est pas euclidien. Alors avant toute chose, j'aimerais préciser que cet exercice est un exercice qui peut très bien s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire, à condition qu'on ait déjà fait pas mal d'exercices en algèbre et notamment sur les anneaux et qu'on ait aussi déjà rencontré la définition abstraite de ce qu'est un anneau euclidien. Alors, petite parenthèse, je sais très bien que la notion d'anneau euclidien n'est pas au programme de classe préparatoire grande école. Cependant, il est tout à fait possible de l'attaquer à travers des exercices. Tout simplement parce qu'à plusieurs reprises, on frôle la notion d'anneau euclidien. Par exemple, quand on étudie l'anneau des entiers Z, mais aussi l'anneau des polynômes K crochet X. Et ça, ce sont des anneaux qui sont bien sûr euclidiens, dont on utilise à plusieurs reprises l'arithmétique. Et je pense qu'on n'est pas très loin de pouvoir étudier les anneaux euclidiens. Et ça me paraît être une très bonne continuation d'attaquer des exercices sur les anneaux euclidiens. Donc déjà de rencontrer la définition et de manipuler un petit peu la définition à travers des exercices, puis d'aller un tout petit peu plus loin sur les anneaux euclidiens parce que vraiment on n'est pas très loin de le faire et ça me paraît pas impossible que vous rencontriez cette notion soit à travers des exos de colle un peu plus poussés, soit dans des sujets concours. Bon, je serais plus d'avis que la deuxième option ait plus de chances d'arriver, mais ça peut aussi arriver à travers des exos de colle pour les professeurs qui aimeraient vous permettre d'aller un peu plus loin sur une compréhension globale de ce que sont les anneaux euclidiens. Alors ça tombe bien sur la chaîne, donc je ferme ma parenthèse, ça tombe bien sur la chaîne, on a déjà fait des exercices sur les anneaux euclidiens. Et je vais me permettre notamment de mentionner deux exercices qui vont être assez importants pour manipuler les anneaux euclidiens, dont un des deux notamment va être une clé importante pour résoudre cet exercice. La première référence que j'aimerais donner, c'est l'exo de colle numéro 67, dans lequel on démontre que l'anneau des entiers de Gauss, muni de l'opération donnée par le modulo carré des nombres complexes, eh bien ça c'est un anneau euclidien. Alors je me permets de repréciser quand même rapidement pourquoi il faut vraiment définir cette opération. C'est parce que quand on travaille avec un anneau euclidien, quand on veut faire une division euclidienne, pensez par exemple aux entiers, vous demandez aussi à ce que votre reste soit plus petit que l'élément par lequel vous cherchez à faire votre division. Soit plus petit au sens vous travaillez avec des entiers positifs, soit plus petit au sens de la valeur absolue. Pour les polynômes, c'est un peu la même chose. Vous allez demander à ce que le reste ait un degré strictement plus petit que le polynôme que vous utilisez pour faire votre division. Eh bien, le degré, tout comme la valeur absolue, sont des opérations qui permettent de vérifier qu'on a un anneau euclidien. Et ça s'appelle un stasme. C'est une espèce de jauge qui permet justement de plus ou moins évaluer si notre division est légit ou pas par rapport à cette question de définir une division euclidienne. Bref, donc c'est pour ça qu'il faut généralement préciser par quelle opération on considère que notre anneau est euclidien. Bien entendu, on pourrait parler d'anneau euclidien sans préciser l'opération, mais généralement, c'est qu'on est capable quand même de définir une opération derrière. Et je vais y venir d'ici quelques instants, mais permettez-moi de dire aussi que dans cet exercice, vous avez aussi une introduction aux anneaux euclidiens assez détaillée, je pense. Et donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur les anneaux euclidiens, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cet exercice. Et un autre exercice qui va être encore plus utile, notamment pour son résultat, ça va être l'exo de colle numéro 125. Dans cet exo de colle, on a défini une suite d'ensembles AN de la manière suivante. A0 égale 0 union les inversibles. Et on a également AN plus 1 qui est égal à l'ensemble des... alors j'ai oublié de mettre AN déjà. Donc AN, union, l'ensemble des B dans A, tel que pour n'importe quel A dans grand A. Il existe, Q dans grand A. Et il existe R dans AN, tel que j'ai A qui est égal à BQ plus R. Voilà, donc on définit ces suites d'ensembles-là. Ces suites d'ensembles-là, c'est justement pour permettre une définition de jauge possible, donc de spasme, puisque vous pourrez constater qu'on est en train de définir une espèce d'échelle de division
euclidienne. Et notamment, si vous travaillez avec l'anneau des polynômes, vous pourrez constater que AN, c'est exactement l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Voilà. Et donc, un résultat hyper important qu'on a pu étudier dans cet exercice, c'est si on travaille avec A qui est commutatif, un anneau est dit euclidien, si et seulement si, eh bien, nous avons A qui est égal à l'union des AN. Et donc, c'est exactement ce que je disais. Le fait d'étudier ces AN va permettre de définir un stasme, on va dire, canonique. Ce stasme canonique, ça serait de dire, pour n'importe quel x qui est dans A, je vais considérer l'entier n le plus petit tel que x appartient à n. Et ça définit un stasme canonique pour notre anneau. Et donc, c'est aussi pour ça qu'à partir du moment où vous savez qu'un anneau est euclidien, vous pourriez considérer n'importe quel stasme, cela pourrait convenir, tant que vous avez une opération qui vérifie les propriétés que vous souhaitez. Et cela vient notamment de ça qui vous dit que vous pouvez, à partir d'un anneau, si vous savez qu'il est euclidien à la base, vous pouvez définir par vous-même un stasme. Et il se trouve que ce stasme canonique, ça va être le stasme minimal. C'est-à-dire que peu importe l'échelle que vous voulez définir sur votre anneau euclidien, il sera toujours plus grand que l'échelle que vous voulez définir avec le stasme minimal. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, vraiment, il y a pas mal de trucs très sympas à travers cet exercice. Et encore une fois, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cet exercice avant d'aller plus loin dans cet exercice d'aujourd'hui, parce que dans l'exercice 125, on fait encore d'autres rappels sur les anneaux euclidiens. Et là, on manipule déjà de manière un peu plus abstraite ce que sont les anneaux euclidiens. Donc, c'est vraiment un bon exercice pour cela. Alors, il y a encore deux petites choses qu'il me faut mentionner. La première que j'aimerais mentionner, c'est que l'exemple que nous avons sous nos yeux est un exemple hyper important concernant des implications qui sont importantes sur les anneaux. Notamment, il y a une suite d'implications qui est la suivante. Encore une fois, si on travaille avec un anneau commutatif, un anneau est dit euclidien. Donc, si on a un anneau qui est euclidien, il va être principal. Donc, ça veut dire que tous ces idéaux sont principaux et ça signifie que tous ces idéaux sont engendrés par un seul élément. Et je me permets de rappeler aussi cette autre implication qui peut être sympa. Il y a aussi une autre implication qui dit que si on a un anneau qui est principal, alors cet anneau est factoriel. Factoriel, ça signifie que vous êtes capable de donner une décomposition unique de n'importe quel élément par un produit d'irréductible à multiplication d'inverse près. Grosso modo, c'est ça. Pensez au fait que les entiers se décomposent sous la forme de produits de nombres premiers de manière unique à permutation près des facteurs et à multiplication d'inverse près. Si on veut travailler dans Z, par exemple, on pourrait multiplier par -1 certains des nombres premiers qui sont en jeu. Bref, donc vraiment, il y a ce type de résultat-là qui se cache derrière le factoriel et qui se cache derrière ces implications-là. Implications, du coup, qu'on utilise en fait pour montrer que notre anneau est principal, notamment pour montrer que Z ou que K crochet X est principal. On utilise le fait qu'on a un anneau euclidien. Et c'est en cela que je trouve ça assez étonnant qu'en classe préparatoire, ce ne soit pas vraiment au programme, les anneaux euclidiens, alors qu'on est vraiment à ça de pouvoir introduire la notion d'anneau euclidien et de permettre de refermer partiellement le puzzle dans l'étude des anneaux K crochet X et Z. Et donc, l'exemple que nous avons là s'inscrit comme contre-exemple très important du fait que là, on a une implication, mais on n'a pas la réciproque. En effet, Z crochet alpha se trouve être un anneau principal. Et cet anneau principal, pour montrer que c'est un anneau principal, là, ça demande un petit peu plus de choses à faire. Et ça, je vais le garder de côté dans un futur relativement proche. Bon, je ne sais pas à quel point il sera proche, mais bref, dans un certain futur, en tout cas, je vais le garder de côté et je vais vous proposer un numéro de complément qui, justement, démontrera que Z crochet alpha est principal. Parce que là, il va falloir avoir un peu plus de bagage pour attaquer cet exercice. Et je pense que du programme de deuxième année, ça ne suffira pas. Par contre, ici, avec tout ce que j'ai fait précédemment, montrer que l'anneau n'est pas euclidien, ça va pouvoir se faire à travers les exercices que nous avons déjà fait sur la chaîne, en plus de ce qu'on doit savoir en deuxième année de classe préparatoire. Bref, donc voilà, je vais me garder sous le coude le fait que Z crochet alpha est principal. Et puis, pareil, il y a aussi plusieurs, il n'y en a pas qu'un bien sûr, mais il y a plusieurs contre-exemples possibles pour un anneau qui est factoriel sans Z principal. Et un exemple important qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises, c'est Z crochet X. Car en effet, il y a eu à quelques reprises des moments où j'ai pu parler d'anneaux
principal. Et justement, Z crochet X, c'est un exemple d'anneau qui n'est pas principal. Et il se trouve que c'est un anneau qui va être factoriel. Alors, si vous vous posez la question, est-ce qu'il y a aussi un exemple d'anneau qui n'est pas factoriel? Ben oui, ça existe. Z crochet I racine de 5 est un anneau qui n'est pas factoriel et c'est assez facile de le démontrer. Bon, même s'il y a quand même 2-3 choses que je mets sous le tapis parce que bon, on n'a pas le temps de le faire. Mais en effet, 9 par exemple pourrait s'écrire 3 fois 3, mais peut aussi s'écrire 2 plus I racine de 5 et 2 moins I racine de 5. Et il se trouve que tous les nombres que j'ai fait intervenir sont en fait irréductibles dans Z crochet I racine de 5. Et donc là, j'ai deux décompositions en facteurs irréductibles complètement distincts qui semblent se dessiner pour le nombre 9. Donc ça veut dire que le nombre n'est, enfin que cet anneau-là n'est pas factoriel. Donc oui, il y a bien sûr des exemples aussi d'anneaux qui ne sont pas factoriels, mais qui quand même satisfont à certaines propriétés, notamment qui est neutérien. Bref, on pourrait aller toujours plus loin dans ces affaires-là, mais je vais peut-être m'arrêter là avec les factoriels. C'est déjà pas mal. La deuxième chose que je voulais mentionner, c'est que la preuve que je vais vous proposer ne sera pas si lointaine d'une autre preuve assez bien connue. Et là, j'aimerais donner la référence du bouquin. C'est un bouquin de Daniel Perrin, donc un bouquin assez compliqué à manipuler, hein, je ne dois pas vous mentir, assez compliqué à manipuler quand on veut étudier l'algèbre et l'algèbre de manière beaucoup plus poussée. Donc là, justement, Daniel Perrin qui s'appelle Cours d'algèbre. C'est un très bon bouquin, hein. Mais si vous avez du mal avec l'algèbre de manière générale, je ne vous conseille pas d'acheter ce bouquin. Voilà. C'est un bouquin pour les gens qui ont déjà un bon bagage en algèbre, qui se sentent plutôt bons en algèbre, et encore, il faut être assez bon quand même pour pouvoir attaquer ce bouquin. Mais c'est quand même une très bonne référence en agrégation, notamment pour pouvoir trouver des développements très sympathiques à travers des leçons d'algèbre, donc là notamment sur les anneaux. Et il se trouve que le fait de montrer que Z crochet alpha n'est pas euclidien mais est principal, c'est un développement qui est possible de prendre pour les leçons d'algèbre. Donc voilà, je pense aussi aux gens qui préparent l'agrég ou même le CAPES, parce que bon, il y a aussi le même type d'exercice au CAPES. Donc voilà, la référence peut être utile à condition que vous vous sentez à l'aise en algèbre. Et c'est juste pour vous dire que la preuve que je vais vous proposer ne sera pas si lointaine de celle proposée dans le bouquin. Le problème dans le bouquin, c'est qu'on ne vous dit pas exactement pourquoi on fait les choses de cette manière-là, alors que ici, en tout cas dans la vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi on va dans cette direction-là. Et en fait, le pourquoi, il se cache dans l'exode-code numéro 125. Voilà. Je ne vais pas en dire davantage. Comme j'ai dit, j'ai commencé à semer les choses pour vous donner des idées de comment on peut attaquer cet exercice. Et je vais quand même insister là-dessus parce que je pense que c'est important que je vous donne cette direction. On va démontrer ce résultat-là en utilisant le résultat de l'exode-code numéro 125. Voilà. Donc, je vous invite encore une fois à aller rejeter un coup d'œil à cet exercice si vous voulez manipuler un peu les anneaux euclidiens de manière générale, comme ça, à travers cela, et aussi pour bien comprendre l'énoncé de ce résultat-là. Et essayez, je vous invite maintenant à faire une pause sur la vidéo pour résoudre cet exercice par vous-même avant que je ne vous dise donc quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je vais donc effacer peut-être un petit peu le tableau. Hop. Tac. Et on est parti pour une résolution. Alors pour montrer que l'anneau n'est pas euclidien, en effet, on va chercher à mettre en défaut ce résultat-là. Donc je ne vais pas réécrire la définition, mais on va considérer en effet A0 comme étant cette chose et AN plus 1 égale cette chose-là. Et on va démontrer en fait que A n'est pas égal à l'union des AN. Et on va même montrer pire que ça, on va montrer en fait que A0 est égal à A1. C'est assez fort quand même comme truc. Donc le but du jeu, c'est de montrer que A0, c'est en fait A1. Et que A0, bien sûr, c'est pas, parce que là, on a les inversibles, donc il va falloir étudier les inversibles, mais bien sûr que cet ensemble-là n'est pas A. Voilà. Et puis, une fois qu'on aura démontré ça, tout va couler tout seul, puisque on a ce résultat-là qui nous permet de dire, oui, l'union des AN, c'est pas A, donc forcément, l'anneau n'est pas euclidien. Voilà. Donc ça va découler très très vite. Alors maintenant, la question, c'est comment on va démontrer ça. Alors déjà, la première chose qu'il faudrait faire, c'est déjà regarder à quoi ressemble Z crochet alpha. Ça peut être déjà une première étape. Alors Z crochet alpha, c'est une notation qu'on a déjà rencontrée à plusieurs reprises dans la chaîne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un peu dommage quand même, parce que c'est quand même une notation assez usuelle. Mais c'est l'ensemble des polynômes calculés en alpha, polynômes à coefficient dans Z.
Et bon, je vais rassurer tout de suite les gens qui avaient compris que c'était autre chose. En effet, vous pouvez aussi démontrer que Z crochet alpha, c'est l'ensemble des A plus B alpha avec A et B des entiers relatifs. Peut-être en vous inspirant de ce qui se passait pour Z crochet, vous vous êtes dit, ça doit marcher aussi pour alpha. Vous avez de la chance, oui, ça marche encore pour alpha, mais sachez que cette notation-là, ça ne marche pas pour n'importe quel nombre que vous allez choisir, de dire que ce truc-là, c'est la même chose que ce truc-là. Pensez par exemple à racine cube de 3. Voilà, racine cube de 3, je vous laisse l'exercice de montrer que ce n'est pas égal à l'ensemble des éléments qui s'écrivent A plus B racine cube de 3. Il va y avoir aussi racine cube de 4 qu'il va falloir faire intervenir. Bref, parenthèse fermée, donc comment on démontre ça? Eh bien, il faut montrer qu'il y a un polynôme de degré 2, à coefficient dans Z, bien sûr, qui annule alpha. Et en effet, le polynôme de degré 2 qui annule alpha, eh bien, on peut le trouver facilement en calculant alpha fois alpha bar, qui vaut 5. Je vous abrège un peu les calculs parce que ça peut prendre un peu de temps. Et alpha plus alpha bar, eh bien ça, c'est égal à 1. Par conséquent, vous avez le polynôme x carré moins x plus 5 qui s'annule en alpha dans les nombres complexes. Et donc, il vous suffit de prendre votre polynôme, de faire une brave division euclidienne de ce polynôme par ce polynôme-là, et puis de regarder le reste. Et en fait, ce qui va se passer quand vous allez calculer en alpha, eh bien, la partie b fois le polynôme qui est ici va s'annuler, et il va vous rester que le reste étant de degré inférieur ou égal à 1. Donc, ceci. Voilà, pas très difficile, mais c'est quand même intéressant de le noter. Alors maintenant que j'ai fait ce petit blabla concernant Z crochet alpha, là j'aimerais introduire quelque chose qui pourrait me servir comme stasme. C'est-à-dire que je pars un peu dans l'idée que mon anneau il est euclidien. Et j'aimerais bien travailler les éléments qui sont là grâce à une certaine opération qui pourrait être un bon candidat pour un stasme. Et c'est là où le rappel que je vous ai donné, l'exode numéro 67, peut intervenir parce que vous pouvez vous dire pourquoi pas reprendre ça? Peut-être que ça peut être un bon candidat. Oui, pas bête. Donc c'est ce que je vais faire. Soit n, la fonction qui à z associe le module de z au carré. OK. Et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe quand je calcule ce truc-là avec les éléments qui sont dans z crochet alpha. Donc un élément qui est dans z crochet alpha, c'est donc un élément qui s'écrit comme ça. Donc si je m'amuse à faire n de a plus b alpha, eh bien, je regarde partie réelle et partie imaginaire, et voyant à quoi ressemble alpha, c'est pas très difficile. On va avoir a plus b sur 2 au carré. Et puis ensuite, on va avoir plus 19 sur 4 b carré. Et puis si vous développez, que vous simplifiez, vous allez vous retrouver avec a carré plus a fois b plus 5 fois b carré. C'est là où vous voyez aussi le choix de alpha qui n'est pas anodin, puisque là, on est arrivé avec une valeur qui est un entier. Et donc notamment un entier naturel, puisque ça doit être une valeur positive, vous pourrez le constater. Très bien, alors maintenant j'affirme qu'avec ça, on peut étudier quels sont les éléments qui sont inversibles dans notre anneau. Donc quels sont les éléments qui sont inversibles dans l'anneau? Ça c'est un exercice hyper classique, je suis certain, si vous avez déjà rencontré cet anneau-là, donc Z crochet I, je suis certain que vous avez déjà fait cet exercice de déterminer quels sont les éléments inversibles de Z crochet I. Et comment on faisait? Justement, on jouait avec le fait qu'on a forcément un produit de deux éléments dans Z crochet I qui vaut 1, et on applique la norme, ou la valeur absolue, enfin le module des nombres complexes qui sont en jeu. Et par multiplicativité, on arrivait à conclure, puisqu'on devait avoir des entiers d'un côté qui donnent un produit qui est égal à 1. Et le seul moyen pour que cela se produise, sachant que les entiers sont positifs, c'est que les deux éléments doivent être égaux à 1. Voilà. Donc c'est exactement ce que je vais faire là. Et après, il va falloir étudier quelles sont les possibilités pour A et B pour que, en effet, on se retrouve avec un élément qui est une norme égale à 1. Donc, si je prends Z dans, en effet, Z crochet alpha, inverse, alors ça voudrait dire, enfin inversible, ça voudrait dire qu'il existe zeta, élément aussi inversible dans mon anneau, tel que j'ai z fois zeta qui est égal à 1, et puis j'applique n, donc n de z, et c'est multiplicatif bien sûr, donc n de z fois n de zeta, et ça va être égal à n de 1, et n de 1, vous pourrez le constater très vite que c'est égal à 1, pas de problème. Or, n de z et n de zeta, ce sont des entiers naturels, d'après le calcul que j'ai fait juste avant. Donc le seul moyen pour que un produit de deux entiers naturels soit égal à 1, ça veut dire que les deux entiers naturels valent tous deux 1. Donc ça implique
que n de z doit être égal à 1. Et maintenant qu'on a ça, eh bien j'affirme qu'on peut conclure quelles sont les valeurs de A et B qu'on a le droit de prendre pour avoir des éléments inversibles. Et vous allez voir que ça va aller tout seul, donc je vais effacer maintenant ce que j'ai ici. Voilà, alors si je veux que n de A plus B alpha soit égal à 1, eh bien, si je regarde la formule, je me rends compte que si B est non nul, donc c'est-à-dire si la valeur absolue de B est plus grande que 1, eh bien, toute la valeur de n va être supérieure ou égale à 19 quarts, 19 quarts étant strictement plus grand que 1. Donc, si valeur absolue de B est plus grand que 1, on a n de A plus B alpha qui est supérieur ou égal à 19 quarts, qui est strictement plus grand que 1. Donc ça veut dire que si je veux un élément inversible, il faut forcément que B soit égal à 0. Donc A plus B alpha inversible implique B égale 0. Et donc maintenant, si je regarde juste le cas de figure où B égale 0, alors n de A, je sais que c'est A carré, et ça doit être égal à 1. Donc ça équivaut à dire que A doit être égal à plus ou moins 1. Et c'est donc terminé, vous avez alors les inversibles. Les inversibles de votre anneau A, c'est tout simplement 1 et moins 1. Ainsi, A croix, c'est tout bêtement plus ou moins 1, parce que vous pouvez vérifier très rapidement que 1 et moins 1 sont tous deux des éléments inversibles, bien sûr, pour votre anneau. Très bien. Et donc, vous avez calculé à 0. Tac. Vous venez de calculer à 0. À 0, c'est donc moins 1, 0, 1. Tout simplement. Alors maintenant, notre but, je ramène encore une fois à notre but, on veut montrer que A1 est égal à A0. Donc on va supposer par l'absurde que A1 est différent de A0. Et donc, comme il y a inclusion entre A1 et A0 par rapport à la définition qui est ici, eh bien ce que je vais se dire, c'est que je vais prendre un élément X qui est dans A1, mais qui n'est pas dans A0. Je vais supposer qu'il existe un X qui est dans A1, qui n'est pas dans A0. Et vous allez voir qu'à cause de cette propriété, ça va mener à un quotient d'anneau qui va être très intéressant. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais effacer ce que j'ai là. Encore une fois, n'hésitez pas à faire demi-tour sur la vidéo, c'est fait pour ça. S'il y a des choses que vous n'avez pas très bien comprises, profitez-en. Hop. Donc, supposons par l'absurde, qu'il existe X dans A1, mais pas dans A0. Alors, par définition, donc si je ne suis pas dans A0, je dois être là-dedans. Bon, par définition, ça veut dire que pour n'importe quel élément dans notre anneau, il existe un autre élément dans notre anneau, et il existe un élément dans A0, donc c'est-à-dire moins 1, 0, 1, tel que, on doit pouvoir écrire A qui est égal à X fois Q plus R. Et donc, ce que vous pouvez constater, c'est que si je m'amuse à regarder l'idéal engendré par X, et que je m'amuse à regarder le quotient de l'anneau par cet idéal, je vais me retrouver avec uniquement 3 classes d'équivalence. Et ces 3 classes d'équivalence sont données par moins 1, 0 ou 1. C'est-à-dire les éléments que je peux obtenir en tant que reste, tout simplement. Alors maintenant, si j'écris un petit peu plus explicitement ce qui se passe, en effet, donc si je considère A quotienté par X, je me rends compte que le cardinal de ce quotient, qui est un anneau quotient, bien sûr, le cardinal de ce quotient, ça va être égal à 2 ou 3. Alors bien sûr, on ne peut pas identifier 0 et 1, parce que sinon ça voudrait dire que le X qu'on a choisi, c'était 1 ou moins 1. Voilà, donc ça ne paraît pas trop possible. Mais par contre, pourquoi ça peut être 2 ou 3? C'est parce qu'il n'est pas impossible qu'on identifie moins 1 et 1. A priori, c'est pas impossible. Par contre, identifier 1 et 0, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible, parce que ça voudrait dire que le X, ça serait égal à 1. Et le 1, il est dans A0, pas possible. Voilà. Donc, en tout cas, on aurait pris un élément inversible. Donc voilà, il en est hors de question. Donc ça veut dire que soit on a 2 éléments, soit on a 3 éléments. Est-ce que vous connaissez énormément d'anneaux? Parce que là, le quotient qui est là, c'est un anneau. Exactement comme Z sur NZ. Pensez à cet exemple-là, ou même K crochet X quotienté par un idéal P fois K crochet X. Pensez à ça. Ces exemples-là, c'est justement regarder des modulos par rapport à des divisions euclidiennes. Et bien là, c'est exactement ce que je viens d'écrire là. Je viens d'écrire quelque chose qui ressemble beaucoup à regarder les éléments modulo X. Voilà. Pensez à les choses comme ça, ça vous paraîtra plus clair ce que je viens d'écrire là.
Bon, et maintenant, est-ce que vous connaissez beaucoup d'anneaux qui ont une cardinalité égale à 2 ou 3? Bah, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et en fait, ça implique directement que A quotienté par X, c'est soit isomorphe à Z sur 2Z, ou alors A quotienté par X, c'est isomorphe à Z sur 3Z. Très bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer une fonction phi. Et je vais réutiliser le polynôme qui s'annulait en alpha. Et vous allez voir quelque chose d'assez rigolo qui va se produire. C'est que si je regarde maintenant l'image de mon élément alpha par rapport à cette application, vous allez voir, en tout cas toute la relation, vous allez voir que son image doit être une racine d'un polynôme qui est pourtant irréductible dans les corps qui sont en jeu. Alors, je m'explique. Donc soit phi, l'application qui va être la composition d'abord de la projection. Donc là, la projection, c'est exactement prendre le reste par cette division. Vous voyez ça comme ça. D'accord ? On pourrait très bien supposer au préalable que A est euclidien, si vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais bref, donc, pensez à regarder du coup ça comme division euclidienne. Vous avez en effet cette fonction surjective. C'est exactement comme dire, je vais prendre un entier, je vais regarder son modulo n. Voilà. Ça, c'est la projection qui correspondrait à ce quotient. Bah là, c'est un peu la même chose, mais avec x. Ok ? Et je vais composer avec ça le morphisme, l'isomorphisme qui amène à soit z sur 2z, soit z sur 3z. Ok. J'ai un morphisme d'anneau. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça se comporte bien pour l'addition et la multiplication. Et ça se comporte bien aussi vis-à-vis des éléments neutres. Donc c'est-à-dire que 0 va être envoyé vers 0 et 1 va être envoyé vers 1. Alors maintenant, si je regarde un petit peu plus près ce qui se produit, si je calcule phi de la relation pour alpha, donc alpha carré moins alpha plus 5, je vous rappelle que c'était justement le polynôme qui annule alpha. Donc ça vaut 0 dans la note départ. Et phi de 0, ça fait 0, puisqu'on a un morphisme d'anneau. D'un autre côté, comme on a toujours un morphisme d'anneau, eh bien ça se comporte bien pour la somme et la soustraction. Donc en fait, ça c'est égal à phi de alpha carré moins phi de alpha plus phi de 5. Et maintenant, une question qui peut se poser, c'est qu'est-ce que vaut phi de 5 ? Eh bien, phi de 5, ça va être exactement la classe de 5 dans z sur 2z ou z sur 3z. Pourquoi ? Parce que phi de 5, c'est la même chose que phi de 1 plus 1 plus 1. Allez, je les écris tous. Plus 1. Et par morphisme d'anneau, vous devriez savoir, de toute façon, ça aussi, c'est quelque chose d'assez élémentaire à démontrer. Ça va être égal donc à 5 fois. Pour la classe de 5 vis-à-vis du corps dans lequel je me retrouve. Là, c'est même un corps, c'est même plus un anneau. Bref, je vais avoir la classe de 5 fois phi de 1. Ce truc-là, c'est la classe de 5 fois phi de 1. Or, comme on a un morphisme d'anneau, l'image de l'élément neutre, c'est aussi l'élément neutre pour la multiplication. Donc, l'image de 1, c'est 1, tout simplement. Donc, ceci me donne 5 barres. Qu'est-ce que je viens de démontrer ? Je viens de démontrer que phi de alpha est une racine de x carré moins x plus 5 barres dans z sur 2z ou z sur 3z. Alors maintenant, il va falloir quand même distinguer les deux cas. Soit on est dans z sur 2z, soit on est dans z sur 3z. Et là, c'est là où va être amenée la contradiction. Si vous regardez dans z sur 2z, donc 5 barres, c'est la même chose que 1. Et si vous regardez en 0 et en 1, le polynôme ne s'annule pas. J'ai pas besoin de grand-chose. Hein. Donc si je travaille dans z sur 2z, le polynôme que j'obtiens, c'est x carré moins x plus 1. Et ce polynôme-là ne s'annule pas. Dans z sur 2z. Pourtant, je viens de dire que phi de alpha doit être envoyé vers une racine du polynôme. Contradiction. Alors reste la deuxième possibilité. Est-ce que je l'aurais envoyé dans z sur 3z ? Est-ce que par hasard, c'est finalement z sur 3z qu'il fallait regarder ? Et bien si je regarde z sur 3z, on va avoir x carré moins x moins 1. D'accord, la classe de 5, c'est moins 1, modulo 3.
Et bah, pareil, si vous calculez en 0, vous avez 0, vous avez moins 1, pardon. Si vous regardez en 1, vous allez avoir aussi moins 1. Et si vous calculez en 2, et ben là, de manière un peu rigolote, vous allez obtenir donc 4, 4 moins 2, ça fait 2, 2 moins 1, bah, ça fait 1. Donc vous trouvez quelque chose qui est non nul modulo 3. Donc en effet, ce polynôme n'a pas de racine non plus. Ne s'annule pas dans z sur 3z. Et on a encore une fois une contradiction. Notez, hein, je me permets aussi de le rappeler, que quand on a un polynôme de degré 2 et qu'on sait que ce polynôme de degré 2 n'a pas de racine, ça veut dire que le polynôme qui est en jeu est irréductible. Attention, cette propriété que je viens d'énoncer n'est vraie jusqu'à ce qu'on travaille avec des polynômes de degré 3. Si on travaille avec un polynôme de degré 4, ça n'est plus vrai. On peut avoir un polynôme qui n'est pas irréductible sans pour autant qu'il n'ait des racines. D'accord. C'est tout à fait vrai d'ailleurs avec les réels et les complexes. Par exemple, les réels, si vous travaillez avec le polynôme x carré plus 1, lui, il est irréductible. Pourtant, x carré plus 1, le tout au carré, n'est pas irréductible et n'a pas de racine réelle. Voilà, donc, ça peut être un très bon exemple aussi. Mais vous pouvez trouver des exemples encore plus rigolos si vous travaillez avec un corps fini. Bref, bah, j'ai terminé. Fin de la résolution. Je viens de démontrer qu'en fait, avoir un x qui est dans A1 sans être dans A0, c'est pas possible. Donc ça veut dire alors que A0 égale A1. Mais si A0 est égal à A1 par récurrence, on a que AN est égal à A0 pour tout n. Et donc, bah, si je regarde l'union des AN, je vais obtenir A0. Et A0, bon, bah, je pense que c'est clair, ça ne peut pas être l'anneau tout entier. Ainsi, A0, c'est l'union pour n appartenant aux entiers naturels des AN qui est différent de l'anneau tout entier. Bien évidemment, par exemple, il y a alpha qui appartient à A, mais qui n'appartient pas à A0, bien sûr. Donc voilà, bah c'est terminé. Vous venez de démontrer que l'anneau n'est pas euclidien par le résultat de l'exode numéro 125. A n'est pas euclidien par EDK 125. Et voilà, ceci conclut la résolution. Donc voilà, c'est un très joli exercice de démontrer que ce Z crochet alpha n'est pas euclidien. Et il y a une suite donc à cela, c'est de montrer que Z crochet alpha est principal. Et ça, bah, comme je l'ai dit, je vais le garder sous le coude, justement pour vous montrer d'autres cas de figure assez intéressants, d'autres petits raisonnements assez intéressants. Je pense que on sortira un petit peu du cadre de classe préparatoire et c'est pour ça que je ne veux pas le proposer en exode call. Mais voilà, sachez que c'est un très bon complément de savoir qu'en fait Z crochet alpha, c'est aussi un anneau principal quand même, parce que ça vous donne aussi ce contre-exemple sous le coude que vous pourriez ressortir si d'aventure on vous pose la question. Un dernier truc que j'aimerais souligner, ou en tout cas que j'aimerais discuter rapidement avant de vraiment conclure l'exo et la vidéo, enfin pas l'exo mais surtout la vidéo, c'est une discussion concernant certains anneaux dont on peut demander s'ils sont euclidiens ou pas. Et donc, bah, une question qu'on peut se poser, je vais la mettre ici, c'est de dire à quelles conditions est-ce que l'anneau Z crochet racine de D est euclidien. Donc avec D, un entier relatif. Donc sous-entendant, si je prends la racine carrée, si c'est un nombre négatif, c'est I fois la racine carrée du nombre positif associé. Donc ça peut être une assez bonne question, et il se trouve que c'est une question très difficile. Il n'y a pas encore de réponse complète. Alors, on pourra supposer que D est square free pour les bons anglophones. Donc, ça signifie juste qu'il n'y a pas de carré qui divise D, si vous voulez. Parce que s'il y avait un carré qui divise D, dans ce cas-là, il y a un entier par lequel on multiplie tous les entiers qui sont dans Z. Donc voilà, donc du coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport à étudier Z crochet le nombre. Bon, bref. Mais ce que je voulais surtout dire, enfin, quoique, il y a quand même quelque chose qui va se poser comme question si on avait des racines carrées où il y aurait ce problème-là. Pareil, je ne vais pas discuter davantage là-dessus, même si ça peut être intéressant à faire, ça peut être important et intéressant à faire. Bref, on peut supposer que D n'a pas de carré, et dans ce cas-là, bah, il y a déjà des réponses qui sont données, mais pas pour toutes les valeurs de D. On n'a pas de réponse pour toutes les valeurs de D. On sait que pour D égale -2, -1, 1, 2, alors, normalement 3, si je ne dis pas de bêtises, 6, 7, il me semble qu'il y a 11 et 19.
Voilà. On connaît la réponse pour ces différentes valeurs. Pour ces différentes valeurs, c'est oui. Mais pour d'autres valeurs, quid total. On ne sait pas. Et la plupart du temps, pour montrer que ces anneaux-là sont euclidiens, bah alors -1, vous retrouvez Z crochet I. D'accord? Mais la plupart du temps, pour démontrer que ces anneaux sont euclidiens, on utilise vraiment le même genre d'artillerie qu'on a utilisé dans l'Exocode numéro 67. Une idée d'introduire une norme qui serait juste le module au carré des nombres complexes. Alors bien sûr, quand on travaille avec des nombres plus grands que 2, même, alors 3, ça doit encore marcher, mais à partir du moment où on travaille avec 4 et les valeurs plus grandes, là, ça commence à ne plus trop marcher. Donc bref, il y a des choses très intéressantes qui se produisent quand on veut étudier ce genre de choses. Et la méthode est quand même relativement toujours la même, avec cette question d'utiliser en fait l'inverse sur les nombres complexes, d'utiliser cet opérateur lié au module, qu'on peut travailler sur n'importe quel nombre complexe, et voir qu'en fait on arrive à réduire ce module en faisant une bonne division, en choisissant le bon élément qui se trouve dans, entre guillemets, le bon quadrillage. Hein, c'est vraiment la même idée que dans cette crochet I. Bref, voilà, je voulais juste vous terminer avec cette petite parenthèse qui me semble assez intéressante à étudier. Bon, après, voilà, il ne faut pas aller trop loin parce que pour démontrer les différents résultats, donc jusqu'à 3, donc -2, -1, tout ça, jusqu'à 3, ça, ce sont des preuves qui peuvent encore se faire avec des idées très similaires à ce qui se passait pour Z crochet I. Mais par contre, dès qu'on commence à passer au-dessus, là, ça ne marche plus trop. Et là, il faut faire appel à d'autres affaires. Bref, bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!